d'être là et de prendre sur votre pause déjeuner pour participer à ce side event organisé par le réseau multi-acteurs Auré. Et nous sommes particulièrement ravis et émus d'être là, puisque c'est le premier side event qui a été validé par la Convention sur la diversité biologique pour les réseaux d'entreprises français. Donc, on est malheureux pour les autres réseaux d'entreprises et vraiment, on va les représenter de notre mieux. Donc, c'est vraiment un moment historique. J'espère que vous vous en rendez compte, que vous en avez conscience. Pour certains, vous êtes habitués au COP Climat, où les entreprises ont pris l'habitude de faire partie des politiques climat et des politiques publiques climat. Or, ça n'a jamais été le cas à ce point pour une COP biodiversité, où c'est la première fois que autant de représentants d'entreprises font le déplacement pour une COP biodiversité. Les représentants des différentes entreprises internationales sont en très grand nombre. Elles ont été mobilisées par les réseaux d'entreprises, dont Auré, qui est un réseau qui, depuis plus de 15 années, œuvre en faveur de la priorité biodiversité et économie. Donc, cette prise de conscience par les acteurs économiques du fait que la biodiversité doit être intégrée dans leur stratégie et dans leurs opérations ne date pas d'hier, mais on voudrait, par ce side event, vous montrer que la présence en masse des entreprises ne suffit pas. Il faut aussi organiser des lieux de dialogue et des lieux où on facilite la compréhension multi-acteurs. Donc, je suis très heureuse d'être entourée par plusieurs organisations et plusieurs représentants de ces organisations. Je vous propose d'organiser ce moment d'échange en 2 temps. D'abord, le temps des acteurs économiques, où d'abord à ma droite, Claire Varé, qui est chef biodiversité à la direction impact d'EDF, puis ensuite Pierre-Yves Pouliquin, directeur de la performance plurielle et du développement durable de Veolia. Ensuite, Rachel Colbet, directrice du développement durable d'Invivo, aidée par Pierre Canet, directeur du plaidoyer de WWF France. Donc, la première séquence, les acteurs économiques vont témoigner pour nous expliquer comment ils se sont engagés à mieux appréhender leurs impacts et leurs dépendances biodiversité, à les évaluer et à transformer leur business model, leur modèle d'activité. Ensuite, la deuxième séquence, nous laisserons la place à plusieurs éminents représentants qui vont réfléchir avec vous aux leviers qu'il convient d'activer pour massifier les actions de ces entreprises pionnières et déjà avancées. On ne peut pas se contenter d'avoir seulement des champions en biodiversité. Il faut vraiment essaimer la biodiversité au sein de toutes les organisations économiques. Et donc, ce deuxième temps sera le fait des interventions de Cécile Martin-Phipps, qui est directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Ensuite, Didier Babin, qui est chercheur au CIRAD, président du MAP France et qui est conseiller scientifique du cadre post-2020 pour l'Union européenne. Ensuite, nous aurons le témoignage de Quentin Dupetit, coordonnateur de BioDev 2030, qui nous parlera d'un pilote déployé auprès de 16 pays du Sud. Et nous finirons par John, tout ça va être très bien rythmé, John Sabé de Business for Nature, qui nous fera un point d'avancée sur la négociation sur la cible 15. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à distance à Brune Poirson, qui est la directrice du développement durable d'Accor, qui est absolument au regret de ne pas être là aujourd'hui, mais qui tenait à nous adresser un petit message.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse et en même temps peinée. Heureuse de pouvoir m'adresser à vous, de participer à ce débat et encore merci à Auré pour son invitation et surtout pour cette magnifique organisation et toute la mobilisation autour de cet événement crucial, la COP15. Mais je suis peinée aussi parce que j'aurais aimé être avec vous. Physiquement, j'aurais aimé vous voir et partager ces sujets fondamentaux directement avec vous. Alors la COP15 est un rendez-vous qui est fondamental, vous le savez aussi bien que moi, parce que la biodiversité, c'est le grand oublié des questions environnementales. Alors que pourtant, l'humanité doit trouver en elle son salut. Je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Si les États s'accordent sur un tel cadre, la COP15 pourrait être à la biodiversité ce que les accords de Paris ont été pour le climat. Et je dis si, mais en fait, ça doit être le cas. C'est-à-dire une référence commune mondiale pour les pouvoirs publics, les entreprises, les associations, les ONG. La biodiversité, c'est le défi de l'humanité, c'est le pendant du défi sur le carbone, c'est notre défi. Évidemment, le secteur du tourisme a un rôle prépondérant à jouer dans cet objectif de contribution à un monde qui préserve et qui régénère la nature. Donc, pour une entreprise comme Accor, s'engager sérieusement dans cette voie, ça signifie s'appuyer pour nous, sur 3 leviers clés. D'abord, opérer en intégrant les limites planétaires. Ensuite, être un levier de transformation vers un modèle d'alimentation durable. Accor à 11 000 bars et restaurants dans le monde, pour vous donner un exemple. Et troisièmement, être un acteur de la redéfinition du tourisme et du voyage au travers d'un ancrage plus fort de nos hôtels dans les communautés locales. Et donc, on sait où est-ce qu'on doit aller. On s'inscrit pleinement dans la démarche scientifique autour des Science-Based Targets for Nature pour nous approprier la méthode scientifique, contribuer à un monde nature positive et évidemment accélérer nos stratégies de décarbonation. Mais pour autant, dire que cette transformation de notre modèle se ferait sans embûche, facilement, et qu'il n'y aurait qu'à appuyer sur un bouton, ça serait évidemment mentir. D'abord parce que les enjeux qui sont liés à la nature ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Accor, c'est plus de 5300 hôtels dans le monde et donc autant de situations uniques, spécifiques à prendre en compte. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de passer d'un modèle qui est fondé sur la standardisation, l'uniformisation de nos procédés, c'est la base même des modèles des hôtels Accor et d'Accor, de passer à un modèle qui soit territorialisé, qui dessine l'entreprise du 21e siècle, c'est-à-dire en fait une entreprise multilocale. C'est ça notre défi. Et la seconde difficulté, c'est le temps. La transformation de notre business model, il implique de changer culturellement l'état d'esprit de toutes les parties prenantes du secteur, qu'elles soient internes ou externes. Et cette conversion du regard, des pratiques, des comportements, cette construction en fait d'un nouveau consensus, d'un diagnostic commun malgré l'urgence, eh bien, ça prend du temps. On va tout faire pour accélérer, mais il faut le prendre en compte. Et enfin, on est prêt à aller plus loin, à accélérer la cadence. Et pour ça, on a besoin d'un cadre, d'une mobilisation de tous les acteurs du secteur. Et c'est ce chemin-là qu'on doit prendre pendant la COP15. Et en ce sens, pour nous, la COP, c'est un enjeu essentiel de développement humain à l'échelle planétaire. Et donc, ça doit être un jalon de premier plan. Je remercie encore Auré pour cette invitation. Je me réjouis de vous rencontrer tous en personne, à défaut que ce soit à la COP15, bientôt à Paris ou ailleurs. Bonjour. Maintenant, voilà, j'ai coupé le sifflet à Brune Poisson, ancienne secrétaire d'État à l'environnement et qui est en particulier spécialisée sur les problématiques d'économie circulaire. Donc maintenant, je vais donner la parole en vrai à Claire Varé, qui est à mes côtés, qui est chef de mission biodiversité au sein du groupe EDF à la direction Impact. Claire, je te connais déjà depuis quelques années et tu incarnes le sérieux et les progrès que le groupe EDF mène depuis fort longtemps en matière de biodiversité. Ça fait très longtemps que cette démarche est ancrée dans les métiers. Donc j'aimerais que tu acceptes de nous rappeler simplement, avec quelques jalons, comment vous en êtes venu à intégrer la biodiversité au plus haut niveau. Est-ce que c'est venu justement du haut ou du bas? Merci Sylvie, merci pour cette invitation. Juste quelques mots sur EDF. EDF est une entreprise multinationale qui fournit de l'électricité et des services énergétiques à près de 40 millions de clients.
et qui est présente sur l'ensemble des technologies de production d'électricité, que ce soit du nucléaire, de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire ou du thermique. Alors historiquement, EDF a approché ces questions de biodiversité de manière très différente de celle du climat. Pourquoi ? Parce que ce sont des sujets qui sont fondamentalement différents. La biodiversité comprend de multiples dimensions. Nous n'avions pas de métrique unique. Et la pertinence de l'action est fortement dépendante de la localisation. Par ailleurs, la nature de l'impact est aussi, elle, très liée au type d'activité. Alors, ces caractéristiques multiples demandent en fait dans l'entreprise, pour pouvoir agir, l'adhésion d'une grande partie des équipes. Alors, bien évidemment les premières, mais ce ne sont pas les seules qui sont à l'action sur ce sujet. Les premières concernées et qui adhèrent, ce sont celles qui ont un rapport direct, un rapport de terrain à la nature. Et puis celles qui développent toute l'expertise dont nous avons besoin pour agir. Donc ce sont des équipes d'ingénieurs et de chercheurs qui travaillent notamment avec des partenariats externes avec des universités et des laboratoires. Alors, au-delà des actions qui s'inscrivent dans un cadre réglementaire et qui sont nombreuses, parce que les sujets environnementaux sont fortement encadrés par la réglementation, EDF s'est engagé dans 2 dispositifs volontaires depuis 2014, notamment les dispositifs qui s'appellent Act for Nature et le dispositif Entreprises engagées pour la nature. Pour mener ces démarches volontaires, nous nous appuyons sur des partenariats de longue date, des partenariats scientifiques ou avec des associations qui apportent à la fois de l'expertise, mais aussi un regard critique sur notre démarche et sur les actions sur lesquelles nous engageons. Alors, depuis 3 ans, notre démarche sur les enjeux biodiversité et qu'on appelle maintenant nature a évolué, avec une vision, et ça sans doute ce qu'on voit arriver avec le mot nature, une vision qui est plus large, qui est plus connectée entre différents enjeux environnementaux, qu'on parle de l'eau, des sols, de l'économie circulaire, qui étaient des sujets qui étaient déjà traités dans l'entreprise depuis longtemps. Le rapport IPBES de 2019 nous appuie aussi, nous pousse à travailler dans ce sens-là. Et il s'agit de regarder aujourd'hui comment l'entreprise diminue sa contribution aux 5 facteurs de pression majeure définis par l'IPBES. Et là, on retrouve tous les champs de l'environnement. Et aussi d'augmenter une contribution de l'entreprise à la renaturation et à la restauration d'espaces naturels. D'autre part, depuis 3 ans, nous voyons de plus en plus la nécessité d'évaluer notre dépendance à la nature et de regarder les risques qui en découlent. Alors, dans nos engagements, cela va se traduire par un périmètre d'engagement plus large avec de nouvelles entités qui vont s'engager dans le groupe et d'aller aussi travailler sur la chaîne de valeur, notamment l'amont avec nos fournisseurs. Ces changements s'incarnent aussi dans le corps social de l'entreprise, par une sensibilisation et un engagement accru des salariés. Je citerai juste 2 exemples. Le premier qui est le développement, depuis quelques années, le développement fulgurant de collectifs de salariés qui se développent beaucoup. Et puis le deuxième, c'est une sensibilisation grande échelle grâce à des outils, notamment la fresque du climat que EDF a déployée avec 50 000 salariés, qui permet de sensibiliser à grande échelle sur le caractère systémique des enjeux environnementaux. Et puis nous déployons aussi d'autres fresques, comme la fresque de la biodiversité. Alors, ce sujet est complexe, mais pour autant, ça ne nous a pas empêché, comme beaucoup d'entreprises, d'agir. Et puis, nous apprenons aussi en avançant. Et cette démarche est aidée par le développement de méthodes, notamment différentes méthodes d'empreinte, et puis par l'approche SBT for Nature, qui devrait commencer à sortir des premiers volets en 2023. Merci beaucoup Claire, c'était très précis, très engageant et une excellente transition pour laisser la parole à Pierre Canet, directeur du plaidoyer de WWF. C'est assez inédit que WWF parle après EDF, mais je trouve ça formidable. C'est la magie de cette COP 15. Et Pierre, tu vas
nous parler plus précisément de ce que la démarche SBTN peut apporter aux acteurs économiques. Merci. Merci, bonjour à toutes et tous. Peut-être je voulais commencer, avant d'aller dans le dur sur SBTN, de tous se dire qu'on est ici peut-être sur une vieille bicoque qui est en train de prendre l'eau et que les pays ici présents ne nous donnent pas vraiment de garantie pour le moment qu'ils naviguent avec les outils qu'il faut et la sécurité qu'il nous faudra pour pouvoir opérer aussi en tant qu'acteur économique dans les prochaines années. On navigue à vue avec des objectifs de 2020 d'Aichi qui, pour aucun, n'ont été tenus. Et on est en train de négocier ici, justement, de nouvelles cibles, des mécanismes et des moyens pour pouvoir s'assurer que l'on puisse faire avancer cette vieille bicoque qui est en train de prendre l'eau. Dans un contexte où, vous le savez, la biodiversité s'effondre sous nos yeux, et je pensais important de le rappeler aussi parce qu'on est baigné dans ces négos, on parle de Global Biodiversity Framework, on a nos réunions, nos cocktails, nos événements. Et puis, se dire que là, on est vraiment face à une urgence. On a un effondrement total de la biodiversité. Donc, vous rappelez ce chiffre marquant des populations et de l'abondance de vertébrés sur Terre, 69% de réduction à l'espace de moins d'un demi-siècle. Les limites planétaires, 6 sur 9. Et puis, ce million d'espèces, tout à l'heure mentionné le rapport de l'IBES, qui ne semble pas forcément être toujours dans nos têtes ici et dans nos discussions. Donc maintenant, face à cet événement majeur, à ces risques, de réaliser qu'est-ce qu'on peut apporter à cet effort. Alors déjà, vous encouragez tous ici, dans les négociations, puisque ce sont les parties, les pays qui négocient, à aller voir les pays, à les pousser. Lorsque vous rentrez chez vous, ce soir, demain, après-demain, parlez autour de vous de cette conférence, et que l'on puisse décrocher un accord la semaine prochaine avec le rôle des ministres qui seront ici présents, embourbés dans un tas de crochets, à pouvoir aussi faire émerger des options, travailler ensemble, la France au sein de l'Union européenne, mais avec d'autres pays, avec des pays producteurs aussi, lorsqu'on parle de l'empreinte, de la déforestation, etc. Donc, on peut faire bouger ça ces prochaines heures. Un autre enjeu, c'est la mobilisation du monde économique, qui a été importante pour nous, aussi dans le cadre de ce qu'on appelle le capital naturel et cette initiative Science Based Targets Network. L'idée, c'était aussi de reproduire ce qu'on avait réussi à faire autour de la COP21, qui est très différent parce que le contexte est très différent maintenant. J'entends beaucoup effectivement de se dire on va reproduire ce qu'on a fait à Paris, mais là, c'est plus du tout le même contexte. Et donc, de voir comment, autour de cette conférence, et aussi après, avec cet accord qui sera trouvé, je l'espère, s'assurer que chaque entreprise puisse prendre des engagements basés sur la science et contribue ainsi à l'objectif 15, la target 15, la cible 15, qui sera ici et qui est ici négociée, qui sera trouvée, où dans cette cible 15, il y a vraiment ces enjeux de transparence, de reporting, de réduction de l'impact, de contribution à ce monde que l'on appelle positif en nature d'ici à 2030, parce que l'enjeu sera aussi bel et bien de regarder ces prochains jours si la mission que se donnent les pays pour enrayer et inverser la tendance en matière d'effondrement de la biodiversité sera appuyée par des éléments suffisamment solides pour protéger, restaurer et réduire l'empreinte écologique. Et je l'espère, ces objectifs basés sur la science qui puissent être poursuivis par l'ensemble des parties prenantes. D'abord les États, effectivement, pour garantir que cette mission soit tenue d'ici à 2030, mais aussi les acteurs économiques, et de pouvoir ainsi vous fournir, vous apporter à travers l'initiative Science Based Targets Network des méthodologies qui vous permettront, pour les écosystèmes terrestres, les écosystèmes marins, pour la biodiversité, s'assurer que l'on ait des méthodologies suffisamment robustes, que ces méthodologies puissent être alimentées par des expériences et des retours de terrain. Et c'est là où nous avons réuni au cœur du Lab Capital Naturel, avec Carrefour, LVMH, avec Alpro, Bell, des acteurs Michelin, des acteurs entreprises françaises, déjà qui se sont posés des questions au plus haut niveau. Et ça, c'est un autre message aussi, de se dire que vous devez engager au plus haut niveau vos PDG, vos CA, pour vraiment se poser les bonnes questions et que les décisions soient ainsi prises pour que
secteur par secteur, sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des objectifs soient fondés sur la science définie. Alors, c'est facile à illustrer dans le domaine de l'eau, lorsque vous prenez des objectifs quantitatifs pour réduire votre consommation d'eau, ou vous assurer que vous rejetez moins de nitrates avec des pourcentages effectués d'ici et datés, avec des moyens apportés ensuite pour les mettre en œuvre. On a plusieurs étapes pour accompagner ce travail, donc vous trouverez à la sortie un recueil déjà du travail qui a été opéré autour des différentes étapes, avec le besoin déjà d'évaluer l'ensemble de l'impact. Ensuite, une fois que vous avez évalué, d'identifier et de prioriser les impacts qui sont plus importants. Vous verrez en termes de matières premières différents exemples qui illustrent aussi d'où vient l'impact sur la chaîne d'approvisionnement, donc où agir. Et ensuite, les objectifs chiffrés dans l'ensemble et pour l'ensemble des écosystèmes impactés qui doivent être mesurés et inscrits dans des décisions de l'entreprise. Une fois que ces objectifs sont fixés, il y a le passage à l'action, bien entendu. Et donc, à travers notre lab Capital Naturel, il y a l'intérêt de pouvoir, avec les entreprises, faire des retours sur les méthodologies qui sont proposées, avoir un retour terrain sur qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'un projet, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'un projet pour l'agroécologie ou l'agriculture régénératrice, qu'est-ce que ça veut dire dans le pays dans lequel on opère, parce qu'il y a cette réalité ici aussi que on a des réalités, des écosystèmes différents, mais des engagements qui peuvent varier en fonction des pays et des moyens différents. Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui sont directement touchées par ces projets, par ces activités? Et j'en reviens aussi là au respect des droits humains, qui sont des éléments fondamentaux à intégrer pour les communautés locales et les droits humains dans l'accord autour de la cible 15 en matière d'engagement du secteur privé. Dernier point, Tout dernier. celui du rendez-vous 2023. Quelle que soit l'issue de cette conférence, quelles que soient vos activités, le risque identifié en matière d'effondrement du vivant et de la biodiversité est bel et bien réel. L'impact que vous avez, qu'il soit négatif ou positif, et donc le levier que vous représentez, est essentiel. Donc, quelle que soit l'issue de cette conférence, je vous invite à ce que l'on puisse construire en 2023 une mobilisation pour réfléchir à comment, d'ici 2030, enrayer cet effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire enrayer ces zéros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut construire cet objectif 2030 et avoir des engagements maintenant. Et que l'on puisse ainsi se poser parce qu'il y a des accroches, il y a des choses qui se passent. Et lorsqu'on parle par exemple du règlement contre la déforestation au niveau européen, il va impliquer pour beaucoup d'entreprises une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne, un travail avec les pays producteurs, un travail avec les communautés locales et les producteurs. Il va devoir être mis en œuvre. Et donc c'est cela aussi que l'on doit mettre en place pour assurer que le monde économique soit au rendez-vous après cette COP15 dès janvier 2023. Merci beaucoup, Pierre, pour ces explications de la démarche SBTN et du pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on mobilise différents types d'initiatives, d'outils, d'approches? On n'aura pas la tonne équivalente carbone pour la biodiversité, mais ça ne doit pas nous empêcher, chaque acteur économique, d'avoir une démarche de quantification de ces impacts et de ces dépendances, de réduction. Et une fois que l'on s'est engagé, maintenant je vais passer la parole à Pierre-Yves Pouliquin, qui est donc le directeur de la performance plurielle et du développement durable du groupe Veolia. Et Pierre-Yves, tu vas nous expliquer comment, au sein du groupe Veolia, après vous être engagé, vous avez su et pu déployer vos engagements et vraiment déployer et à l'échelle de tous vos sites qui sont nombreux, comment vous avez pu prioriser un certain nombre de sites sensibles pour la biodiversité et effectivement, quelle a été la démarche d'évaluation que vous avez pu mettre en place? Merci Pierre-Yves. Bonjour à tous. En introduction, je dirais que Veolia, depuis 150 ans, nous avons la chance d'offrir des solutions à nos clients. Donc nous sommes dans un métier absolument merveilleux puisque nous travaillons sur le grand cycle de l'eau, le grand cycle des déchets, et nous avons un troisième métier autour de l'énergie territoriale que l'on veut décarboner maintenant.
Donc dans notre raison d'être, on a inscrit dès 2019 le fait que voilà, notre ADN, c'est de proposer des solutions autour de l'environnement dans les métiers que je viens de rappeler. Donc on part de la raison d'être et derrière, en 2020, le groupe a construit ce qu'on appelle la performance plurielle, c'est-à-dire d'adresser sa performance sur les 5 grandes dimensions. On connaissait la dimension classique actionnariale avec le Friedman, mais il y a les autres dimensions pour vraiment prendre en compte la nature, l'environnement, les salariés, les clients, les fournisseurs. Et autour de ça, on a défini 18 objectifs, donc 14 extra-financiers, et dont un autour de la biodiversité. Ces objectifs impactent la rémunération de nos dirigeants, ça descend assez loin, soit sur le court terme, soit sur la rémunération long terme, et donc on a construit une dynamique autour de ça, avec un indicateur sur la biodiversité qui vient incarner, je dirais, cette volonté d'avoir la nature au cœur de notre pilotage de transformation de l'entreprise. On a adossé ça par ailleurs avec un plan environnemental, donc toujours avec la même échéance, c'est-à-dire le plan stratégique, il a une échéance à 2023. Vous avez un plan environnemental qui a été défini en cohérence à 2023, qui reprend d'autres objectifs et indicateurs au niveau de la biodiversité, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui. Et on a effectivement repris derrière et on pilote aussi au niveau des solutions qu'on propose à nos clients, les innovations qu'on doit proposer derrière ça, donc autour du biomonitoring, autour des solutions fondées sur la nature, pour s'assurer que le pipe de solutions que le groupe va proposer s'enrichit d'année en année. Pour revenir sur le KPI donc majeur, qui était de définir nos 125 sites prioritaires, on a travaillé avec UICN à définir une grille d'analyse pour dire quels sont ces sites et pourquoi on commencerait par ces sites-là. Parce que si on apporte des solutions à nos clients, on est bien conscient aussi que le fait de nos métiers sont exercés in situ, et donc on a forcément un impact, comme tout le monde, de par la prestation industrielle que nous délivrons, et donc de vérifier qu'on progresse là-dessus, avec un objectif que 75% des sites aient fait leur empreinte avec un outil qu'on a développé, et mesurer l'avancement des plans d'action par derrière. On a derrière des objectifs, comme je le rappelais dans le plan environnemental, qui est sur une assiette de sites plus large, qui est par exemple le zéro phytosanitaire. Donc ça, je dirais, c'est, on va dire, la target 7. On s'intéresse à cette target aussi, parce que quelque part, le phyto, on sait tous que ça a un impact sur l'eau. Et que donc, quelque part, en tant que distributeur d'eau potable, on est assez soucieux de la qualité de l'eau qu'on va délivrer. Et ainsi de suite, on a aussi un objectif de sensibilisation des parties prenantes autour de nos sites. Et donc, en fonction de la complexité et de la sensibilisation, sur les 1600 sites principaux du groupe, on va en avoir 125 sur le premier indicateur, celui dont je parlais au niveau de la performance plurielle, et on va en avoir 1200 sur celui qui est plus générique. On a traduit tout ça à travers des engagements volontaires. Tout à l'heure, EDF nous parlait de Act for Nature International. C'est effectivement un outil de reporting et d'engagement volontaire qui existe. On va voir ce qui va sortir avec les nouveaux outils type SBTN et la TNFD. On va voir la complexité qui est associée à ça. On est en train d'expérimenter celle associée à SBTI, donc on regarde ça avec un œil d'expérience, on va dire ça comme ça, mais il est évident que les entreprises ont besoin de communiquer, ont besoin de s'engager et ont besoin de piloter. Voilà, donc sur un sujet qui n'est pas facile, ça a été rappelé, le local et le global, c'est pas facile à piloter dans une organisation. Surtout en particulier quand nous, on fabrique pas des produits, donc on a autant de situations que de sites, pour faire simple. Voilà. Comment on prend aussi en compte les impacts évités. Je pense que c'est très important dans les modèles d'aujourd'hui, que ce soit sur le climat ou sur la biodiversité, quelque part la pollution évitée par les services qu'on propose soit bien analysée et pris en compte dans les modèles. Donc il y a beaucoup de recherches, et d'ailleurs le WWF avait sorti une étude l'année dernière analysant de manière très intéressante la vingtaine de modèles qui sont en cours, dont SBTN, mais aussi le Global Biodiversity Score et autres. Et je pense que c'est intéressant de voir que, voilà, c'est un très beau document, il est très simple, je l'ai relu dans l'avion avant-hier. Il est très pédagogique, il montre aussi qu'il n'y a pas de modèle parfait, chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients, mais je crois que c'est le rôle de chaque entreprise d'essayer de voir quel type d'outil elle veut utiliser, comment elle va faire progresser cet outil en l'appliquant chez elle, et donc d'entraîner une démarche d'analyse pour regarder comment au sein d'une entreprise plus ou moins grosse, locale, globale, on prend ce sujet-là et on accompagne et on embarque nos collaborateurs
dans cette dynamique effectivement qui a été rappelée, dont l'importance a été rappelée tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Pierre-Yves, et je vais maintenant céder la parole à Rachel Colbé-Semoun, qui est directrice du développement durable d'InVivo. Rachel va nous expliquer ce qu'est InVivo, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est à Rachel que j'ai confié le soin de nous montrer comment la transformation des pratiques agricoles est déjà en route grâce à l'impulsion d'InVivo, et on sait combien le modèle agricole et les modèles agricoles sont au cœur de la transition écologique nécessaire pour mieux préserver les écosystèmes. Rachel, merci. Bonjour à tous. Oui, lourde tâche. Je travaille chez InVivo. Et InVivo, qui n'est pas très bien connu, mais en fait, on est un groupe, on est une union de coopératives agricoles françaises. Pendant quelques décennies, on a été vraiment le porteur du Big Ag. L'agriculture conventionnelle, on cherche à absolument nourrir le monde, voir comment toujours on peut produire plus pour subvenir aux besoins des populations humaines et animales. Et il suffit de regarder par la fenêtre pour se rendre compte que ce modèle, il a porté ses fruits pendant très longtemps et qu'aujourd'hui, maintenant, on a besoin de nouvelles solutions. Et il faut qu'on enclenche un nouveau modèle, le prochain modèle, pour que si à ce jour, l'agriculture est souvent pointée du doigt comme étant plutôt néfaste, avec un impact négatif sur la biodiversité et sur le climat plus généralement, que on doit, au contraire, en faire de l'agriculture une solution. Alors, comment faire? C'est la grande question. Souvent, dans les discussions, on se trouve plutôt dans une opposition franche. Et l'Europe qui avance sur différents types de politiques pour arriver à raccorder tout ça, on voit bien qu'il y a encore une hésitation entre les différents groupes pour voir comment transitionner vers une agroécologie qui paraît en contradiction avec le grand échelle dont on aura besoin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend un pas de recul et on regarde exactement comment on peut faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on arrive à avoir plutôt une capacité de certes produire toujours assez, mais aussi d'une manière meilleure, donc produire plus mais mieux et d'une façon durable. Comment on peut faire ça? Alors, clairement, ça a été beaucoup travaillé, je pense, lors de cette COP. Il y a l'agriculture régénératrice qui devient une proposition de valeur assez intéressante pour voir comment, finalement, à grande échelle, on arrive à faire évoluer les pratiques grâce à 3 grands leviers. Le fait d'avoir une rotation allongée dans les exploitations, qu'on arrive à couvrir le sol pour favoriser la biodiversité dans le sol et de moins laborer pour moins interrompre cette biodiversité. Là, on commence à avoir, pendant longtemps, on avait des groupes agricoles qui avançaient là-dessus, mais qui n'avaient pas forcément le data qui permettait de savoir quelles pratiques favorisaient bien le type de résultat que nous recherchons. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on revient vers donc déjà des outils de type l'indice de régénération qui vont déjà donner un framework permettant aux agriculteurs de regarder par rapport à sa situation locale, c'est quoi les différents leviers que lui peut faire pour avancer sur le type de bénéfices que nous savons peuvent être portés par une agriculture régénératrice, c'est-à-dire contribuer à la neutralité carbone, favoriser la biodiversité, régénérer les sols, améliorer les cycles d'eau, améliorer les cycles d'azote, tout en étant précautionneux pour arriver à quand même aussi aider à diversifier et augmenter les revenus des agriculteurs. Alors, quand on dit ça, il y en a plein qui me disent c'est que du greenwashing, on n'y croit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où, InVivo, on a adopté
une nouvelle stratégie, justement, RSE, mais qui est totalement imbriquée dans notre stratégie d'entreprise. On est devenu une société à mission en 2020, où on a inscrit le fait, dans notre raison d'être, qui est d'accompagner, accélérer la transition agroécologique et alimentaire avec les principes d'agriculture régénératrice pour arriver à un agrosystème résilient. Cette résilience, c'est quand même le mot-clé qui nous guide par rapport à ce qu'il faudrait arriver à mettre en œuvre. Donc, mais pour faire ça, à nouveau, ce qu'on considère, c'est qu'il faut utiliser la donnée et la data, des outils digitaux qui vont permettre à bien mesurer ça. C'est vrai que souvent, on entend la déception qu'il n'y ait pas encore une tonne équivalent carbone pour la biodiversité. Nous, donc, clairement, on considère qu'il ne faut pas le chercher non plus. Il faut juste plutôt arriver à prendre en compte les vérités agronomiques sur quand on travaille certains leviers, on sait que ça va quand même nous acheminer vers le type de résultat qui est recherché. Donc, il faut nous laisser cette flexibilité, mais il faut aussi de plus en plus de références qui vont permettre non seulement à savoir quand quelque chose va bien contribuer à ces résultats qu'on recherche, mais aussi qui peuvent prouver à tous ceux qui se sentent démunis face à cette transition. Pendant très longtemps, ils ont toujours, et leur famille avant eux, en fait, ils ont toujours utilisé certaines pratiques. Comment est-ce qu'on arrive à leur montrer en quoi, si ils font certains changements, que c'est un risque pour lequel ils auront bien un retour sur leur investissement. Donc, ce qu'on fait concrètement, on a adopté donc une politique pour impulser l'impact positif pour générer plus de valeur durable. On cherche à produire et générer cet impact positif dans nos opérations, dans nos offres et avec nos parties prenantes. Donc, déjà, évidemment, une des très grandes parties prenantes avec lesquelles on travaille sont nos coopératives qui sont notre union et aussi des agriculteurs. Et on avance sur, en fait, on a pris un engagement assez fort sur un indicateur de performance autour de chiffre d'affaires qui est lié à l'impact positif de l'usage de nos produits. Nous, on va suivre de manière qu'on va transitionner notre modèle économique pour être un modèle économique qui fait de l'agriculture un allié de la biodiversité et non plus quelque chose qui est vu comme un contre. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on a regardé tous les entrants avec lesquels on était habitué à travailler avec un scoring qu'on a développé qui s'appelle le One Score pour être très clair sur quand on utilise tel produit, qu'est-ce qu'il peut avoir comme impact. Déjà, premier boussole pour que les agriculteurs puissent faire des bons choix en connaissance de cause. Ensuite, on met au point au fur et à mesure les différents types d'outils qui peuvent guider aussi. Carbon Extract, c'est un outil qu'on a développé avec le label bas carbone pour que les agriculteurs puissent diagnostiquer où ils en sont avec le carbone, mais finalement avec la biodiversité, l'eau et l'utilisation de l'azote aussi, et simuler s'ils tentent certains leviers, comment ça va les aider à avancer pour arriver à ces résultats qu'on décrivait tout à l'heure. En parallèle, on est en train de développer à travers des projets pilotes, de voir plus précisément comment est-ce qu'on peut mieux suivre la biodiversité dans le sol et aussi hors sol. C'est un flux, la biodiversité. Donc, en quoi, quand on ajoute des infrastructures paysages comme des haies ou des jachères, comment est-ce que ça devient un service à l'agriculture aussi? C'est en général opposé. Là, on utilise le data pour bien comprendre en quoi ça va finalement aider à avoir un sol qui va être plus productif avec moins de besoins en entrant. Et ainsi de suite, on regarde en fait tout ça pour, d'un côté, vendre ça avec une premium, bien sûr, et on a donc le label Semons du Sens qui existe sur le blé et qu'on est en train de développer sur l'orge, qui sont deux des grandes cultures chez nous, et aussi Terra 360, qui est le même type de projet sur la viticulture, pour arriver à bien suivre en quoi, à chaque fois, on arrive à répondre à ces grands principes de l'agriculture régénératrice. C'est quelque chose qu'on blockchain
pour que le consommateur, lui aussi, puisse être assuré que vraiment, finalement, tout ça, ça a été acheminé et que c'est réellement un produit à impact positif. Néanmoins, mon message pour vous aujourd'hui, c'est que ça ne suffira pas. La transition est porteuse de risques. Il y a encore beaucoup de questions. Il y a encore beaucoup de conduites de changement à faire. Pour arriver à accompagner ces agriculteurs, on a besoin aussi de train the trainer. Donc, tout ça pour arriver à le faire, il faut qu'on découple et se dire, ce n'est pas uniquement le coût de ce qu'on va manger qui va rembourser l'effort qui est apporté par le fermier. Et donc, moi, mon grand discours, c'est en anglais, je triche, mais vous entendez bien que je suis pas francophone. The true value of farming. C'est vraiment clé pour nous. Quand on parle de quels sont les flux financiers, comment on peut travailler ça, il faut la comptabilité écologique qui nous permette de nous rendre compte de exactement la valeur qui a apportée. Et puis, il faut voir comment on peut rémunérer les agriculteurs pour ces services qu'ils rendent. Et ces services qui aujourd'hui peuvent être parfois un petit peu portés par les crédits carbone, mais trop timidement par rapport à l'effort qui est demandé, il faut qu'on arrive à la généraliser pour montrer aussi tout ce que cette agriculture régénératrice va apporter pour le bien commun. Ça veut dire qu'il faut qu'on revoie tous les bénéficiaires directs, mais aussi indirects de cette agriculture bien faite qui va aider les sols à gérer des inondations, par exemple. En fait, ça peut aller vraiment très loin quand on considère le véritable écosystème et non pas seulement la chaîne de valeur. En général, on parle d'une filière et une chaîne de valeur de cette filière. Découplons ça et regardons la vérité de ce qui va être l'apport et la contribution d'une agriculture régénératrice. Et avec ça, du coup, on arrivera à vraiment faire la biodiversité d'une grande alliée de notre nouveau prochain modèle économique. Merci beaucoup Rachel. Et comme au théâtre, les acteurs vont quitter la scène et d'autres vont monter pour succéder à leurs paroles. Vous pourrez leur poser des questions à l'issue de ce side event. Et j'espère que ces témoignages sincères, engagés et scientifiquement fondés vous auront montré que les entreprises sont prêtes, qu'elles sont impliquées et qu'elles comptent vraiment jouer leur rôle et faire leur part dans la mise en œuvre de l'accord cadre mondial. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole pour cette deuxième séquence. Donc, après s'être attaché aux acteurs économiques et aux outils dont ils disposent et aux initiatives qui ont été expérimentées, on va maintenant se mettre à un autre niveau, au niveau des États, au niveau du monde francophone, et ce que la Convention sur la diversité biologique va permettre de générer en termes d'implication des acteurs économiques. Pour introduire cette séquence, je laisse la parole à Didier Babin, que j'ai déjà présenté, mais je le représente, chercheur au CIRAD, président du MAP France et conseiller scientifique stratégique du Post-2020 Biodiversity Framework et coprésident avec Claire Varé du groupe de travail Biodiversité et économie de Auré. Merci Didier. Merci beaucoup Sylvie pour cette introduction. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Pierre Canet tout à l'heure, c'est que le vrai travail, il n'est pas ici, il est à partir du mois de janvier. Effectivement, quels que soient les résultats des discussions qui vont avoir lieu ici, la biodiversité continuera à décliner et le rôle des entreprises sera fondamental pour essayer de l'éviter. Donc le rendez-vous, il est effectivement dans chaque pays après cette COP. Et chaque pays va, avec ses spécificités nationales, mettre en œuvre au moins la cible 15 et peut-être quelques autres, je l'espère. Mais comme l'avait posé au tout début Sylvie, la question pour moi, c'est effectivement au-delà d'avoir quelques entreprises championnes, on en a vu à l'instant, et je pense que celles qui sont ici présentes et qui cherchent à avoir un objectif 15 puissant sont des champions, chacun à leur niveau. Au-delà,
il faut effectivement chercher à massifier le mouvement pour embarquer le maximum d'entreprises vers un futur qui soit plus équitable, qui soit décarboné et qui soit positif pour la nature, comme on le dit maintenant. C'est fondamental. Il faut prendre en compte effectivement le fait que les entreprises sont dépendantes de la biodiversité. Alors, je ne pense pas qu'il faille diminuer cette dépendance, mais il faut simplement baisser les pressions et éviter les impacts et investir dans le capital naturel. On voit à travers les chiffres qui sont donnés par le WEF, par exemple, l'importance de l'utilisation de la biodiversité pour faire du profit. Et donc, il faut garder ce capital naturel, réinvestir quand il a été dégradé, le restaurer et, au final, éviter les externalités négatives. Alors, pour ça, comment on fait pour massifier? Alors, j'ai pas la solution miracle, désolé, mais je crois que la première chose qu'il faudrait avoir en tête, c'est la cohérence des politiques publiques. Je pense que là où on perd énormément d'énergie et énormément d'argent, c'est dans l'incohérence. D'un côté, on finance des choses qui dégradent la biodiversité, de l'autre côté, on dit qu'on la protège. Donc, je pense que la première chose à avoir en tête, c'est celle-là. Et je pense que c'est une des leçons qu'on a apprises à travers le projet qui a malheureusement pas de nom en français, le Post-2020 Biodiversity Framework Youth Support Project. C'est effectivement qu'il faut réussir à mobiliser l'ensemble des activités, l'ensemble des solutions pour essayer enfin d'avoir quelque chose de cohérent. Alors, il faut trouver les incitations économiques, mais aussi les contraintes réglementaires et les soutiens politiques qui permettent d'avancer. On a parlé, par exemple, en France, des solutions du type entreprise engagée pour la nature. En tant que président du MAP France, on a engagé des réflexions sur ce qu'on appelle des éco-acteurs, qui sont des démarches volontaires et publiques de progrès. C'est-à-dire, on peut commencer en n'étant pas très bon, mais l'idée, c'est de s'engager pour améliorer les choses. Alors, pour faire simple, je dirais, et puis alors, peut-être sans nuance et en étant très direct, je dirais qu'il y a 3 choses à faire. 1, c'est récompenser les bons. 2, c'est embarquer, améliorer ceux qui sont volontaires. Et 3, c'est contraindre les mauvais à changer. Alors, c'est direct. Et je pense que ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est au-delà des grosses entreprises qui ont effectivement les moyens de réfléchir et d'avoir des outils, il faut réfléchir aussi comment on embarque l'ensemble des petites et moyennes entreprises pour effectivement participer de ce mouvement qui, pour moi, doit être un mouvement véritablement de soutenabilité forte. On voit que on peut plus imaginer la substituabilité des capitaux entre capital social, économique et naturel, et qu'il faut effectivement prendre en compte la biodiversité. Alors, comment faire encore? C'est peut-être en facilitant l'émergence de la demande. En France, on a eu très récemment donc des élections municipales qui ont permis à des grandes villes d'être dirigées par des partis plutôt écologiques. Et ça crée une demande, ça crée effectivement des engagements de ces villes. Et derrière, elles ne peuvent plus investir de la même manière. Donc, elles vont faire des demandes auprès des entreprises pour effectivement verdir leurs activités, que ce soit en termes d'énergie, de production agricole, de transport, etc. Alors, la question, c'est, ou plutôt la remarque, c'est de dire il n'y a pas l'argent. Alors ça, c'est ce qu'on entend toujours. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est de vous dire qu'il y a l'argent. Sauf que l'argent, il est utilisé ailleurs, il est utilisé dans des subventions néfastes, et qu'il faut bien identifier ces subventions néfastes et petit à petit les rediriger pour faciliter effectivement ces changements, récompenser les bons, améliorer les volontaires et éventuellement contraindre les autres. Voilà. Donc le mouvement il est possible. Et pour ceux qui seraient intéressés, pour faire un tout petit peu de publicité, dans le cadre de notre projet, on vient de sortir deux documents de ce type, 4 pages, que vous pouvez retrouver sur notre site web, qui parlent et qui expliquent un peu mieux les systèmes de divulgation qui sont en train d'être développés pour les entreprises. On en a fait un avec Business for Nature et un autre avec Climate Company. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir, je pourrais vous donner le lien pour les télécharger. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup Didier. Ça ne vous aura pas échappé que nous parlons en français, nous nous exprimons dans cette langue alors que nous sommes dans une COP internationale et j'ai tenu particulièrement à avoir une séquence à destination de toutes les parties prenantes intéressées par la francophonie parce que c'est très bien d'être bilingue. Je suppose que vous passez d'une langue à l'autre sans aucun souci, mais la langue induit aussi des manières de penser, transporte des valeurs et on ne peut pas faire comme si parler une autre langue que la sienne n'avait pas une implication dans les décisions qui sont prises. Et j'ai été ravie de constater que ce qu'on aurait pu avoir envie d'imaginer et d'inventer existait et méritait d'être beaucoup plus su. Et c'est justement Cécile Martin-Phipps qui dirige l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et Cécile va nous expliquer comment elle prépare les négociateurs francophones à se saisir de la technicité des accords que sont les accords de ces 3 conventions signées en 92, qui en plus de faire appel à de l'expertise de fond, de l'expertise technique, implique d'être très à l'aise dans une autre langue que sa langue d'origine. Merci Cécile. Merci beaucoup Sylvie. Effectivement, donc je représente la francophonie à travers cet institut qui est basé pas très loin d'ici, à Québec, et dont peu de gens connaissent l'existence. On a été créé à la base en 87 en réaction au choc pétrolier, parce que nos 88 États et gouvernements membres, et je précise gouvernement parce que nous avons par exemple la Louisiane, le Québec en tant que tel, ou la Wallonie en tant que tel, qui sont membres, on pensait effectivement qu'il manquait un organe pour parler du développement durable et donner aussi des solutions, de l'information et des formations en français. Et c'est justement ce qu'on essaye de faire ici. Nous, notre travail depuis 92, c'est vraiment de donner des outils et des décryptages de ces négociations à nos États et gouvernements membres. Pourquoi ? D'abord parce qu'effectivement, il y a la barrière de la langue. Alors vous allez me dire, le français est une des 6 langues des Nations Unies. Oui, il y a la traduction en séance plénière, mais les négociations, tout le monde le sait, ne se font pas en séance plénière. Elles se font dans des événements comme ceci, elles se font dans les petits espaces que vous avez dans les couloirs, et là, vous avez plus de traduction. D'autre part, les négociations sont de plus en plus techniques. Vous avez également de plus en plus de points à l'agenda, et vous avez en face des délégations qui ne sont pas toutes de la taille du Canada ou de la France. Donc ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment de gens pour réellement à la fois penser les réponses à ces enjeux, mais également à les suivre, ces négociations, à discuter de où on va placer la virgule et quelle braquette, quelle parenthèse on va éliminer ou quel crochet effectivement on va rajouter. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire. À chaque intercession, on forme, on informe nos négociatrices et négociateurs francophones. On le fait également avant les CDP, conférences des parties, donc c'est COP, effectivement, que ce soit sur la biodiversité, le climat ou la désertification. On insiste également auprès des délégations pour que les négociateurs et négociatrices que nous formons fassent partie non seulement des délégations nationales officielles et soient accrédités par leur pays, mais fassent partie également des groupes de pays, le groupe Afrique, celui de l'Union européenne et autres, de façon à ce qu'il y ait un réel impact de ces négociations. Et au demeurant, ces négociateurs et négociatrices francophones que nous formons, ce sont aussi des individus qui retournent chez eux, qui retournent dans leur pays et qui vont porter des projets derrière. Ils font partie des ministères, que ce soit les affaires étrangères, de l'environnement et autres. Donc derrière, ce sont des projets qui vont avoir peut-être aussi des impacts et qui vont prendre en compte, en tout cas, les enjeux qui ont été discutés ici. Donc ça, c'est une des choses que nous faisons. L'autre, qui répond à la question du financement dont Didier parlait,
c'est justement ce constat aussi qu'il y a également une barrière à cet accès au financement. Tout le monde en parle, tout le monde le sait. On veut ici des fonds, on veut par là plus de financement ou autre. Le fait est que ces financements effectivement existent, mais l'accès à ces financements se fait encore une fois essentiellement en anglais. Je ne vous parle pas de l'AFD, l'Agence française de développement, ou Enabel, belge, qui vont parler français. Je vous parle aussi de tous les autres et plein de fonds qui existent, dont personne n'est au courant, et qui peuvent être accessibles aussi par la société civile, que ce soit les collectivités locales, les régions, mais également les acteurs de la société civile. Ceux-là auront moins de moyens pour aller chercher ces financements. Les fonds existent, mais ils sont difficilement accessibles et on en a la preuve, on en a fait l'étude, on a vu, on a constaté que à 70%, nos pays francophones ont réellement une barrière d'accès du fait de la langue. D'abord parce qu'ils n'ont pas l'information, parce que l'information est disponible souvent, mais en anglais. Le NDC Partnership, par exemple, a été créé justement avant la COP21 à Paris pour ce faire, mais tout est en anglais. Deuxièmement, ils n'ont pas la formation pour savoir comment monter ces projets, quelles sont les modalités, comment on écrit un projet qu'on appelle bancable, qui est encore en plus un anglicisme, comment on fait ça. Et ensuite, l'information, elle se fait aussi au niveau national. Maintenant, il y a à peu près des autorités nationales désignées pour les grands mécanismes financiers qui existent dans chacun des pays, mais ils sont placés auprès des ministères des Finances, qui ne discutent pas forcément avec leurs copains du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Environnement. Et ça, c'est un autre souci. Et donc voilà, nous on essaye de fluidifier l'information, d'inspirer le changement au sein des pays et également au niveau international à travers ces différents mécanismes. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Donc, on va passer une strate supplémentaire, qui est que là, vous avez bien compris avec les interventions de Didier et Cécile l'importance de nouer un dialogue multi-acteurs de qualité. Là, on va voir comment un dispositif a pu enclencher des prises de décision favorables à la biodiversité au niveau des États. Parce que c'est absolument fondamental que les États soient à bord de ces politiques pro-nature. Donc, Quentin Dupetit, qui est le coordinateur du programme BioDev 2030, va nous expliquer quelle est la méthode BioDev 2030 que l'on va pouvoir, je l'espère, dupliquer partout et pour tous. Bonjour à toutes et tous et merci Sylvie pour l'invitation. Donc Quentin Dupetit, moi je travaille pour Expertise France, qui est l'agence gouvernementale française qui conçoit et met en œuvre des projets de coopération à l'international. Et à ce titre, je coordonne donc le projet BioDev 2030, BioDev pour biodiversité et développement. Donc nous travaillons depuis un peu plus de 3 ans maintenant sur une méthode, un processus qui vise à faire intégrer la biodiversité dans les secteurs d'activité économique les plus impactants, et ce dans 16 pays, dont 13 en Afrique. Donc cette expérience de 3 ans, elle naît, enfin quand je dis nous, déjà c'est Expertise France, bien entendu, qui coordonne le projet, et l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et le WWF France, qui sont nos 2 partenaires clés pour la mise en œuvre du projet dans chacun des 16 pays. Donc le projet étant financé par l'AFD. Donc on a un certain nombre de pays francophones, pour faire le lien avec Cécile, notamment la Tunisie, le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, Madagascar. Donc, mais on travaille également avec d'autres pays comme le Vietnam, Fidji, le Mozambique, pour ne pas tous les citer. Donc concrètement, à travers BioDev, on a souhaité apporter au gouvernement de ces 16 pays les moyens d'identifier les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité dans chacun de ces pays et de mener un dialogue multi-acteurs entre public, privé et organisations de la société civile qui vise à aboutir à des engagements sectoriels volontaires des acteurs du privé pour changer de pratique. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail sur les étapes clés de cette méthode dont on parle, on a fait d'abord un diagnostic scientifique des menaces dans le pays. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité, et ce, afin de sélectionner 2 secteurs d'activité. On parle souvent de mainstreaming, de wall of society, l'intégration de la biodiversité dans la société. Concrètement, comment est-ce qu'on fait ?
Donc à travers cette méthode, on a souhaité prendre le sujet par un bout et de se dire, on fait d'abord une analyse scientifique et puis on va travailler sur 2 secteurs qui seront considérés comme prioritaires par cette plateforme multi-acteurs, à la fois prioritaires pour la biodiversité dans le pays, mais aussi pour le développement économique du pays. Donc cette première étape nous a permis d'identifier les 2 secteurs prioritaires de travail. La deuxième étape nous a permis d'aller un peu plus loin pour chacun de ces secteurs. Donc, quand on parle de secteurs, c'est secteur de l'agriculture, secteur des mines, secteur de la pêche, de la foresterie, sachant que chacun des pays est allé un peu plus loin pour travailler au niveau des filières. Donc, on parle de filière coton, par exemple, au Burkina Faso, de la filière maïs à Madagascar, la filière riziculture au Bénin. Donc, ce diagnostic approfondi nous a permis de savoir qui sont les acteurs, qui sont les principaux acteurs de ces filières, quelles sont les pratiques qui aujourd'hui impactent la biodiversité, et enfin, quelles sont les bonnes pratiques qui sont d'ores et déjà mises en œuvre par ces acteurs et qui pourraient être répliquées. Et enfin, troisième et dernière étape, c'est le dialogue multi-acteurs, alors qui a commencé dès le départ. Le dialogue multi-acteurs, cette plateforme de dialogue multi-acteurs, elle a été mise en place dès le début du projet, y compris pour la sélection des 2 secteurs d'activité et y compris pour le constat, pour se mettre d'accord sur le constat. Parce que c'est la première étape, c'est de se mettre d'accord entre acteurs du public, du privé et des ONG sur déjà, est-ce qu'on partage ce constat? Est-ce qu'il y a un consensus autour du constat? Alors, sachant que le projet, c'est vraiment de faire émerger ces engagements volontaires au niveau sectoriel des acteurs du privé à changer de pratique. Alors, je voulais aujourd'hui vous partager quelques messages clés. On arrive aujourd'hui en fin de projet. Le projet est implémenté depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et on est en train de tirer les leçons sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a permis d'engager les acteurs du privé. Le premier message clé que je souhaitais partager avec vous, c'était l'implication des ministères sectoriels. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas forcément de discussion entre ministère de l'Environnement et ministère sectoriel. Dans Biodev, une des clés de réussite, ça a été d'associer les ministères sectoriels avant même d'associer les secteurs du privé à venir discuter autour de la table pour parler de biodiversité. Donc concrètement, chaque négociateur biodiversité des pays a pris son bâton de pèlerin et est allé voir ses collègues pour dire venez autour de la table et venez discuter biodiversité. Et ensuite, ces acteurs ministériels ont permis d'associer les acteurs du privé avec qui ils travaillent au quotidien. Le deuxième facteur clé de réussite que je souhaitais mettre en avant, c'est l'enjeu de vulgarisation. On parle de diagnostic scientifique, c'est des sujets qui peuvent être complexes, donc il y a eu un gros travail de vulgarisation, de faire comprendre aux acteurs du privé quelles sont ces menaces et de sensibiliser les acteurs du privé sur à la fois leurs impacts sur la biodiversité, mais aussi leur dépendance. Et enfin, le dernier message que je voulais souligner, c'est le dialogue. Donc le dialogue, on l'a dit, on l'a démarré dès le début, ce dialogue multi-acteurs, et je pense que ça a été vraiment un des facteurs clés de réussite, le fait d'associer les acteurs du privé dès le départ et de se dire on ne vous associe pas uniquement à la fin pour parler des actions qui sont engagées, mais on vous associe à ces plateformes de dialogue dès le constat et dès la phase de diagnostic des menaces. Donc, peut-être en conclusion pour l'engagement des acteurs du privé, on n'arrivera pas à réduire les impacts sur la biodiversité, à inverser la tendance d'érosion de la biodiversité sans engagement et sans implication des acteurs du privé. Et pour ce faire, on doit déjà, les sensibiliser, je l'ai dit tout à l'heure, donc les sensibiliser sur leur impact, mais aussi leur dépendance. Et de 2, on doit les engager. Et pour ce faire, la co-construction, nous, c'est le pari qu'on a fait dans le cadre de Biodev, de se dire, on dialogue, on favorise le dialogue et on favorise l'échange entre les acteurs du privé et le secteur public pour faire émerger ces engagements volontaires. Et ce pari, on considère comme gagnant parce qu'on arrive aujourd'hui en fin de projet et un certain nombre de filières ont pris ces engagements sectoriels volontaires. Et on arrive maintenant dans une étape où on va mettre en œuvre sur le territoire et faire en sorte que les politiques publiques puissent appuyer également la mise en œuvre de ces engagements volontaires sectoriels. Je vous remercie. Merci beaucoup, Quentin. Le mot de la fin, enfin la dernière intervention un peu documentée qui clôturera ces 2 séquences, c'est John Sabé, qui est Business Engagement Associate au sein de la coalition de réseaux internationaux Business for Nature. C'est donc John qui va nous expliquer pourquoi nous sommes particulièrement intéressés, les acteurs économiques,
à la teneur de la cible 15 de l'accord qui est en train d'être négocié, là juste dans la salle en dessous, puisque la négociation va démarrer à 15 heures. Et je tiens vraiment à souligner que vous avez compris que on sait tout, on sait absolument tout, on sait pourquoi ça n'a pas marché précédemment, on connaît les constats scientifiques, on a appris de nos erreurs, on a appris du climat et on a compris qu'il fallait qu'on crée des coalitions, qu'on soit intelligent collectivement. Donc on ne peut plus se louper, c'est pas possible. Là, tous ceux qui sommes dans la pièce doivent prendre l'engagement très solennel que on ne peut plus faire comme si rien ne se passait pas de dramatique. C'était les mots d'Elisabeth Mrema hier qui disait on ne peut pas faire comme si rien ne se passait. Donc, John, je te demande de nous dire pourquoi on tient particulièrement à ce que la cible 15 soit ambitieuse, pragmatique et établisse de nouvelles règles du jeu pour les acteurs économiques parce que ce duo va marcher, économie et biodiversité. Merci Sylvie. Je regrette que tu m'aies introduit en anglais parce que j'avais le sentiment d'avoir été promu avec le titre français qu'on m'avait trouvé d'associé d'affaires. Mais effectivement, merci pour cette introduction qui rappelle le fait qu'effectivement, dans une salle juste à côté, d'ici quelques minutes, va commencer la négociation sur la cible 15, qui est une des cibles les plus importantes quand on parle d'économie et biodiversité. Avant de passer à, disons, à la technique de la cible et à les raisons qui nous poussent à essayer d'influencer les gouvernements, les négociateurs sur place avec l'ensemble des entreprises, en tout cas les entreprises les plus progressistes qui sont sur place, pour qu'elles adoptent une cible ambitieuse, j'aimerais simplement recontextualiser rapidement l'intérêt de cette cible dans la panoplie d'actions que les entreprises peuvent et doivent prendre aujourd'hui pour la nature et dont on a entendu déjà notre panel, qu'elles commencent déjà à prendre. D'abord un mot sur Business for Nature. On est une coalition, comme tu l'as dit Sylvie, de 78 organisations, ou 78 pour rester dans la thématique francophone, d'organisations d'entreprises, donc des organisations comme la Chambre de commerce internationale, comme le Forum économique mondial, mais aussi des organisations de plaidoyer, de science, de conservation, comme l'IUCN dont on a parlé, comme WWF, comme les SBTN et les TNFD. Donc, évidemment, Auré, en France, un de nos partenaires clés. Donc, comme tu l'as dit, il y a eu cette réalisation il y a environ 3-4 ans qu'il fallait que ces différentes organisations se mettent ensemble et qu'elles soient capables de partager des messages qui soient cohérents et qui soient communs à ces différents acteurs pour qu'ils puissent arriver en termes de plaidoyer jusqu'aux négociateurs et jusqu'au gouvernement. Donc notre théorie du changement, entre guillemets, elle se passe sur deux axes différents qui sont en fait interreliés. Le premier axe est celui du plaidoyer, et donc je finirai là-dessus et je parlerai de la cible 15 pour la majorité de l'intervention. Mais l'autre penchant, c'est justement les actions des entreprises sur la nature. Et donc, une des premières choses que l'on a cherché à faire au sein de la coalition, avec l'ensemble de nos partenaires, c'est de se mettre d'accord sur les actions qui sont essentielles et que les entreprises peuvent dès aujourd'hui mettre en œuvre pour contribuer à un monde positif pour la nature d'ici 2030. Donc, ces actions sont les suivantes. Il y en a 4. Il s'agit d'évaluer, de s'engager, de transformer et de publier ces impacts et dépendances sur la nature pour l'ensemble des entreprises dès aujourd'hui, notamment les entreprises les plus importantes qui disposent des moyens et des capacités pour mener toutes ces actions jusqu'aux prochaines frontières. Pourquoi est-ce que je vous parle d'abord de ces 4 actions, parce que en fait, celle de s'engager et celle d'évaluer et celle de publier ces impacts et dépendances sont la clé de voûte de la transformation qui est la 4e action. Et donc, on a entendu notre panel nous expliquer comment ils avaient déjà commencé à prioriser certains sites, à chercher à évaluer les impacts et établir des sites prioritaires pour ensuite
pouvoir commencer à transformer leur modèle d'entreprise. Et donc, j'en viens ici à la cible 15. La cible 15 est une cible qui est négociée donc au sein du cadre mondial pour la biodiversité, qui inclut différentes sous-cibles, pour le présenter ainsi, mais qui inclut notamment une ambition de la part des gouvernements pour les gouvernements, et j'expliquerai ça un peu plus en détail, pour que les entreprises les plus importantes et les institutions financières les plus larges soient contraintes, pour reprendre le terme de Didier, à évaluer et publier leurs impacts et dépendances sur la nature d'ici à 2030. Ce qu'il est important de préciser, c'est que avec l'accord qui est en train d'être négocié, et donc la cible qui sera négociée cet après-midi et peut-être également un peu demain matin, les gouvernements lient leurs propres mains d'abord, c'est-à-dire qu'ils s'engagent eux-mêmes à ensuite, si l'accord est adopté, à adopter ensuite des régulations, des réglementations, des lois au niveau national pour que les entreprises soient contraintes par ces obligations d'évaluation et de publication d'ici 2030. Donc, on est sur une perspective à 8 ans. Il a été établi par les différents organismes de la coalition qui doit nous arriver en 2030 à un moment de maturité qui permettra justement de d'abord niveler l'état du marché, pour le dire ainsi, par le haut, parce qu'on entend et on a avec nous ici les entreprises qui sont les plus actives, qui sont déjà, par le simple fait qu'elles sont venues jusqu'ici, certaines d'entre elles d'ailleurs sur le panel ont contribué à une campagne de plaidoyer qu'on a appelée en mauvais français de Make It Mandatory Campaign, donc la campagne pour rendre l'évaluation et la divulgation obligatoire. On a plus de 300 entreprises à travers le monde sur 50 pays qui représentent ensemble plus de 1000 milliards de chiffre d'affaires par an qui ont rejoint cette campagne de Make It Mandatory Campaign à destination des gouvernements pour qu'ils adoptent dans la cible 15 cette obligation d'évaluation et de divulgation. Premièrement, pour niveler vers le haut les standards en termes d'action des entreprises et de biodiversité. Deuxièmement, parce que, il me semble, comme on l'a entendu jusqu'à présent, l'action des entreprises, elle commence effectivement par évaluer les impacts. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir uniquement un seul métrique, mais si on n'évalue pas les impacts et les dépendances sur la biodiversité, évidemment, on navigue à l'aveugle. Et donc, on ne peut pas ensuite transformer de façon raisonnée, rationnelle et de façon juste aussi, pour reprendre ce que nous disait Rachel, c'est-à-dire en pensant également à l'ensemble des différents acteurs, parties prenantes et également des éléments de la nature que l'on cherche à protéger. Ensuite, de Make It Mandatory Campaign, donc cette cible 15, si elle est adoptée, ça nous permet de dépasser les engagements volontaires, parce que évidemment, agir a un coût. Les engagements volontaires sont un bon début, mais ça ne suffira pas pour qu'on arrive au niveau d'action à l'échelle globale qui est nécessaire pour que l'on puisse effectivement réussir à atteindre cet objectif dont nous parlait Pierre, qui est de renverser la courbe de destruction de la nature d'ici 2030 sur une base de 2020. Donc voilà la raison pour laquelle cette obligation a été jusqu'à présent poussée de façon très forte par Business for Nature, c'est-à-dire la coalition des 78 organisations et l'ensemble des entreprises les plus progressistes avec lesquelles on collabore. Et maintenant, pour ce qui est des négociations, et tu as dit, Sylvie, qu'on ne pouvait pas se permettre de se louper. Donc, je pense que c'est ce qu'on a essayé de dire de façon très active à l'ensemble des négociateurs qui sont là. Et on remercie l'ensemble des entreprises qui sont venues jusqu'ici aussi pour parler au gouvernement, pour solliciter leur réseau pour que ce message soit passé. On verra ce qu'il advient des négociations cet après-midi. On est toujours dans l'expectative de voir les fameux brackets, c'est-à-dire les fameux crochets qui entourent cette partie-là, cette sous-cible de la cible 15, être finalement entérinée. Pour cela, il y aura donc des dernières discussions entre les négociateurs cet après-midi et peut-être demain matin. Et ce sera très certainement au niveau ministériel, c'est-à-dire quand ce qu'on appelle le high-level segment. Et Cécile, je n'ai pas la traduction en français.
le segment de haut niveau, voilà, qui débutera le 15 jusqu'au 17. Ce sera à ce moment-là qu'on aura le verdict final. Et on est dans le moment de vérité, pour ainsi dire. Donc, comme il a été rappelé plus avant dans le panel, quand vous êtes en conversation, si vous croisez des négociateurs, des gouvernements, des partenaires d'industrie, des partenaires du secteur public, du secteur privé ou des ONG, voilà, rappelez l'importance de cette cible pour, on l'espère, pouvoir un accord mondial sur la biodiversité d'ici 10 jours, qui nous permettent, voilà, d'aller encore plus en profondeur et de façon encore plus large, développer les actions que les entreprises sur le panel nous ont déjà parlé. Merci beaucoup, John. Merci aux 9 intervenants qui se sont succédés, chacun pour vraiment vous donner la profondeur de leurs engagements, de leurs investissements. On a maintenant du temps pour prendre des questions et des réponses. Dans la salle, vous avez des micros. Donc ceux qui sont tout au fond, vous pouvez vous rapprocher des micros. Et nous avons aussi une liaison en live depuis Paris, partout dans le monde, puisque on a souhaité que ce side event puisse être en format hybride. Donc un certain nombre de personnes sont connectées à distance. Je les salue toutes et tous. Et j'en profite aussi pour remercier très sincèrement et du fond du cœur toute l'équipe dorée qui est derrière les écrans et qui a fait en sorte que l'événement se passe aussi bien d'un point de vue technique et toute la contribution qu'ils ont eux aussi apportée à cette mobilisation. Donc, je remercie Laïs, je remercie Tom, Nathalie, Gilbert. Et maintenant, on va prendre quelques questions. Ne soyez pas timides, allez-y, appuyez sur votre micro. Bonjour, je m'appelle Léa Bédard-Beaulieu, je viens du Québec. Je ne suis pas d'une entreprise en particulier, je représente plutôt les jeunes. Et j'avais une première question. En fait, j'ai 2 questions. La première, c'est pour Madame Cécile au sujet de l'enjeu de la francophonie. Puis on pourrait même étendre ça à toutes les langues qui sont autres que l'anglais. Est-ce que ça peut parfois poser problème dans l'interprétation de l'accord? Donc, après que l'accord soit signé, est-ce que ça a déjà posé problème, un problème d'interprétation, par exemple, une ligne qui, en anglais versus en français, peut être interprétée différemment par certains pays? C'est une très bonne question. Oui, le mot sustainable, typiquement, est un mot intraduisible en français, qu'on traduit par soutenable, mais qui ne se traduit pas franchement et qu'on a fini par traduire par durable. Donc oui, la traduction est un problème. Merci. Puis, ma deuxième question, c'était pour Monsieur John Sabet. J'espère que j'ai bien dit votre nom de famille. En fait, c'est au sujet de la cible 15 qui est présentement toujours en négociation. Est-ce qu'il y a un risque, parce qu'on le sait que les négociations, c'est une guerre de mots, est-ce qu'il y a un risque que ce qu'on dit être une obligation pour les entreprises soit changé vers plutôt une suggestion, donc par rapport à la cible 15? Vous avez un destin de négociatrice pour le Canada qui est tout trouvé, donc ça fait évidemment partie des... Pour le Québec en particulier. Un jour peut-être. Oui, ça fait partie évidemment des négociations, jouer sur les mots, peut-être pour réduire l'ambition, en tout cas pour ce qui est un accord qui déjà en lui-même sera contraignant, mais n'aura pas forcément la force de contraindre les États comme d'autres instruments de droit international le pourraient, de réduire encore l'ambition en jouant sur les mots dans ce cas-là. Donc nous, tout ce qu'on a essayé de faire, c'est de s'assurer que cette ambition élevée demeure, et donc de parler, de rencontrer les gens, parce que c'est uniquement grâce au dialogue, et notamment en portant les entreprises les plus progressistes, qui sont des champions aussi nationaux et régionaux, qu'on obtient un point de bascule dans le raisonnement des négociateurs et des gouvernements, parce que quand ils entendent ce message, non plus de Business for Nature ou des autres partenaires
présents aujourd'hui, mais également des entreprises elles-mêmes qui sont venues jusqu'à la COP pour porter le message, c'est là qu'on peut faire une différence. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Et n'hésitez pas à interroger aussi les entreprises présentes dans la salle, celles qui ont pris la parole. Et il y a aussi d'autres représentants du groupe LVMH, de Bouygues Construction, de AXA. Donc, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. Et moi, c'est Bonaventure Kwidiba. Je suis délégué du Togo. Et pour rebondir rapidement sur la traduction, effectivement, c'est un problème pour nous, les délégués. Je ne sais pas si en français, on parle de création de capacité. Je me suis défendu pour qu'on ramène ça en développement de capacité, mais je n'ai pas réussi parce que le CRP qui est sorti après, on a maintenu en partie création de capacité. Donc, juste une parenthèse pour dire que nous, les francophones, on a pas mal de problèmes. Maintenant, ma question, c'est de voir, on a bien écouté toutes les présentations et les efforts qui sont faits ça et là, mais pour moi, comment on s'assure de la transparence, de la traçabilité? Et pour reprendre ce que Madame Colbé aurait dit, ça dit qu'on a comme l'impression, c'est vrai que c'est des engagements volontaires, mais est-ce qu'il n'y a pas, entre parenthèses, une forme de greenwashing qui ne dit pas son nom? Parce que comment on s'assure que vraiment une telle entreprise est dans le développement durable dont on parle, dans la vision 2050, vivre en harmonie avec la nature, s'il n'y a pas des acteurs indépendants, par exemple des certifications qui permettent de s'assurer qu'il y a des critères, des normes qui nous permettent, qui garantissent vraiment que telle entreprise est vraiment dans une démarche de vivre en harmonie avec la nature. Voilà, c'est ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Rachel, peut-être, est-ce que tu veux répondre ou Oui. Sauf s'il y a d'autres qui souhaitent aussi répondre. Je crois que Didier voulait aussi ajouter un point de sémantique par rapport sur le développement des capacités. Non, je veux dire simplement qu'on a la chance d'être au Québec et qui, quelquefois, nous sort de la difficulté de la traduction entre l'anglais et le français et invente des mots très intéressants. Effectivement, mais tout dépend ce qu'on veut dire derrière le mot qu'on utilise. Si on parle de capacity building ou si on parle de renforcement de ces capacités, c'est pas du tout la même chose. Donc, effectivement, ça c'est des points qui sont qui semblent être des points de détail, mais qui en fait sont des choses qui peuvent être très 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 importantes. Avant de laisser la parole à Rachel, vous avez compris combien les mots sont importants, puisque un accord peut faire la différence. Des levées de crochets. Et ce mot de greenwashing a tendance justement à bloquer l'échange. C'est souvent une façon d'interpeller l'autre et de l'acculer à une position et de ne pas pouvoir sortir de cette stigmatisation. Peut-être déjà si on s'obligeait à dire bon, verdissement, où il y a tout de suite un soupçon qui pèse sur l'autre et ça facilite pas l'échange. Donc là aussi, je crois que c'est important qu'on renoue les conditions d'un dialogue, qu'on renoue les conditions d'un dialogue qui soit exigeant, mais qui soit aussi bienveillant. Voilà. Sylvie, vas-y. Non, Didier, je t'en prie. Non, juste parce que Rachel doit téléphoner. Non, j'en profite pour dire que je pense qu'il y a deux choses à voir de façon un petit peu différente par rapport à ce qui concerne l'engagement des entreprises. Il y a effectivement celles qui disent qu'elles font ou qui prennent des engagements pour dire qu'elles font les choses déjà bien. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut contrôler ce qu'elles font pour être sûr que ça soit pas des choses qui soient fausses, enfin qui soient effectivement pas dans le sens qu'elles mettent en avant, mais je crois surtout qu'il faut chercher à voir comment on embarque les autres. Et je pense que c'est un mouvement qu'on n'a pas encore complètement pris en ligne de compte. Il y a des entreprises pour lesquelles ça sera difficile de le faire. Il y a peut-être des entreprises qui vont devoir changer
leur manière d'envisager. Bon, c'est un petit peu ce que disait Rachel tout à l'heure, effectivement, comment on passe du big ag à quelque chose qui soit complètement différent. Donc, il y a vraiment un mouvement aussi à imaginer, effectivement, à voir comment dans des pays, dans tous les pays, comment le faire, pas simplement, bien entendu, dans les pays développés ou dans les pays francophones. Oui, merci Didier. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que par rapport à quand on met quelque chose vraiment sur le marché, ça c'est tracé. Et même, on utilise le blockchain pour qu'on ne puisse pas falsifier. En fait. Et c'est quelque chose qu'on est en train de développer au fur et à mesure. On ne peut pas faire ça comme ça. Mais Didier a raison. J'allais pas répondre comme ça, mais il a vraiment raison. C'est que nous, quand on donne en fait ces projections, c'est aussi parce que aucun acteur, aucun acteur ne pourra faire tout seul. Et donc, si nous, on cherche à tout faire tout seul comme ça, bah, ça va être trop coûteux, ça va être trop lent, ça va être impossible, ça va créer beaucoup de problèmes, etc. Par contre, de participer à une conférence comme celle-ci et vous dire, voilà ce qu'on cherche à faire, voilà pourquoi on souhaite le faire, bah, c'est aussi une façon de vous appeler tous pour dire, et on a besoin des partenaires pour le faire. On ne pourra pas faire tout seul. Donc, c'est ça. Donc, on gère à la fois l'aspiration, c'est quoi l'ambition, mais on sait que ça va prendre beaucoup de temps. Quand on travaille dans des commodités, c'est excessivement difficile. Tout le monde se renvoie la balle. C'est le conso qui va payer. Non, c'est pas le conso qui va payer, c'est les corporates qui vont payer. Non, c'est pas les corporates qui vont payer, c'est les traders qui vont payer. Non, c'est pas les traders qui vont payer, c'est les agriculteurs qui vont payer. Et les agriculteurs disent, mais ça va me coûter trop cher, je vais pas bouger. Je bouge pas, du coup, si personne ne me paye. Et c'est ces choses-là qu'il faut qu'on arrive à travailler. Donc, la traçabilité, déjà, moi, c'est ce qu'on fait chez InVivo. On essaie de mettre des données dessus pour pouvoir montrer, mesurer, bien sûr, mais aussi montrer, prouver que c'est vraiment ce qu'on fait. Mais à côté de ça, on a quand même encore besoin de montrer le reste de la valeur. Parce que on n'arrête pas de me dire, mais Rachel, il n'y a pas de marché. Il suffirait qu'on intègre des légumineuses dans les rotations parce que c'est vachement bien pour la nutrition, et etc. Bah, il n'y a pas de marché. Personne ne veut le payer. Et donc, on ne peut pas présumer que les agriculteurs vont être moins bons entrepreneurs ou businessmen ou adultes qu'un autre. Il faut admettre que c'est normal. Il va prendre des décisions aussi rationnelles par rapport à son entreprise. Et donc, il faut quand même qu'on arrive à voir, c'est quoi le modèle économique qui va supporter ça. Et ce modèle économique, j'estime que ce n'est pas une question seulement agricole. C'est une question, et j'oublie qui l'a dit, mais ça a été un peu soulevé à chaque fois. Il faut qu'on désilote. C'est pas qu'une question, l'agriculture régénératrice n'est pas qu'une question d'agriculture. C'est une question de bien commun, c'est une question de santé publique, c'est une question de gestion d'inondation quand le sol va pas savoir gérer les pluies qui sont plus trop fortes après une période de sécheresse. Donc, en fait, il faut absolument qu'on arrive à reconsidérer et revoir cet écosystème. C'est qui les bénéficiaires? C'est qui les bénéficiaires immédiats, directs? C'est qui les bénéficiaires indirects? Et d'ailleurs, dans le financement, moi, je pense qu'il faut de plus en plus de blended finance, parce qu'il y a l'aspect du bien commun et puis il y a l'aspect de qui bénéficie de ce bien. Et c'est vrai qu'on a eu un système où on s'est habitué à ne pas forcément mettre de la valeur là-dessus, mais je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut arriver à le faire. Merci beaucoup, Rachel. On est arrivé à... Vous pourrez l'applaudir et tous nous applaudir dans une petite minute. On est arrivé au bout du side event. Merci à tous et à très bientôt. Bon courage parce qu'il nous faut du courage à tous, mais on l'a et on a l'énergie nécessaire pour transformer nos économies. Merci.